Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 9, créer un réseau ferroviaire, respectivement mon réseau ferroviaire, sur toujours la pose de voie et on va parler ici des traversées jonction double, ce qu'on appelle plus communément le TJD. Voilà, ça pose parfois problème au niveau électrique, au niveau gestion, donc j'ai décidé, pour un petit peu clôturer tout ce qui est pose de voie sur mon réseau, cet élément, la traversée jonction double. Dans cette vidéo, on aura, comme à l'accoutumée, une introduction. On va à nouveau parler de la problématique de la polarisation des cœurs d'aiguillage. Ici, on parle des cœurs parce qu'on en a deux. Ensuite, on va parler câblage avec les moteurs et la gestion justement de la polarisation de ces cœurs. Et je vais vous montrer comment moi j'ai configuré ça dans mon ECOS, donc ma centrale digitale, et dans Train Controller pour que ça fonctionne. On n'ira pas dans le détail avec la programmation du décodeur switch pilote d'ESU. J'ai fait ça dans d'autres vidéos dans la playlist ESU. Donc on ne va pas parler log programmeur et configuration des CV du décodeur d'accessoires proprement dit. Donc ici voici la bête. Pour moi donc toujours les rails PECO code 75. C'est donc le SL E1490 pardon, qui est ma traversée jonction double. Et on va un petit peu décortiquer tout ça pour expliquer comment ça fonctionne et quelle peut être la problématique au niveau électrique de ces petites bestioles. La problématique du TJD au niveau de la polarisation des cœurs ici, c'est quoi? Ça paraît compliqué, vous allez voir, mais en fin de compte, c'est presque plus simple que la vidéo que j'ai faite avec les aiguillages. Donc, j'ai ma traversée jonction double ici, avec l'alimentation de chaque voie qui vient dans mon aiguillage. Et comme d'habitude, j'ai toujours alimenté mes voies dans le même sens, respectivement ici d'avoir le 0, le moins ou un des pôles, toujours au même endroit, soit le nord, et l'autre pôle de la voie, ici le B, parce que c'est la standardisation, enfin l'écriture ESU, enfin qu'on retrouve dans les modes d'emploi d'ESU, mon pôle positif au sud, donc nord-sud, et mes voies ont toujours le même câblage. On aura donc ici la nécessité de câbler toute une partie de notre croix, de notre TJD, dans la même polarité. Donc la voie extérieure, elle sera toujours avec le même pôle, ainsi que toute la partie mobile qu'on a à l'intérieur. La différence ici, c'est que les parties mobiles par rapport à un aiguillage, elles ne vont pas passer d'un pôle à l'autre. Hein? Elles auront toujours le même pôle, c'est juste qu'en passant, les roues, en fait, elles ne vont pas toucher les choses qu'elles ne doivent pas, respectivement du pôle inverse qui pourrait faire un court-circuit. Donc, on a vraiment toute cette partie ici qui sera alimentée avec le même pôle, respectivement, dans mon cas, ici, le bleu, le 0. En contrepartie, l'autre côté, la partie sud, ça sera avec le pôle B. Reste encore toujours les petites bestioles ici, nos cœurs d'aiguillage, et on voit que, au niveau en tout cas de ce type de TJD, on a ici une isolation. Donc on a bien ici toute la partie intérieure qui est isolée de chaque cœur. On retrouve ensuite nos cœurs d'aiguillage qui sont ici dessinés en vert. Et maintenant, si un train vient depuis ce côté ou depuis ce côté ici, on aura un court-circuit sur le cœur d'aiguillage, un ou l'autre. Du coup, pour parer à ceci, on est obligé ici d'isoler au minimum ces parties-là pour avoir ici notre cœur d'aiguillage avec les petits coupons de voie ici qu'on voit, soit en pôle B, soit en pôle 0. Pratiquement, moi, j'isole tout. Et sur ma maquette, c'est une des seules parties de voie en fait qui va pas faire partie d'un canton. Comme j'ai déjà expliqué dans mes vidéos, en fait, j'ai mis l'aiguillage qui fait partie du canton. Donc la queue d'aiguillage appartient au canton précédent. Si on a des aiguillages en cascade, tous les aiguillages en cascade appartiennent au canton précédent. Mais ici, avec les différentes possibilités d'itinéraire au niveau de cet aiguillage,
j'ai décidé en fait de ne pas inclure cet élément au niveau de la rétrosignalisation. Donc on aura bien ici simplement l'alimentation digitale de traction qui va alimenter mon aiguillage qui sera en fait tout seul. Du coup, on aura quelque part sur notre aiguillage des petits fils qui vont venir sur nos cœurs d'aiguillage afin d'alimenter ici nos éléments correctement. Pour préparer mon TJD, donc si je le déballe, on l'a comme ceci, on voit qu'on a plusieurs fils, respectivement ici les deux petits fils qu'on a vus précédemment. Donc ce qui va alimenter ici mon cœur d'aiguillage à ce niveau ici, et celui-là qui va alimenter ce cœur d'aiguillage. Et ici, le fournisseur a bien fait les choses. Il a fait également deux petits fils ici qui nous permettent d'alimenter toute la partie ici intérieure de notre aiguillage pour qu'on ait le pôle qu'on souhaite, respectivement dans mon cas on a vu le pôle 0 en haut et le pôle B rouge en bas. Encore dans la préparation d'aiguillage, ces aiguillages chez Peko ont bien sûr des ressorts qui permettent en fait de maintenir la position des palettes en place, et comme pour les aiguillages, moi je les démonte parce que j'utilise des servomoteurs et c'est mes servomoteurs en fait qui vont faire le plaquage. Du coup, pour démonter en fait ce système de maintien de position, on retrouve ici de chaque côté des petites languettes qu'on peut venir détordre, et si on retourne l'aiguillage, on pourra ici venir retirer ces petites plaquettes avec le ressort qui fait le maintien de position. Voilà, tout simplement. À savoir que pour un TJD, on aura bien sûr besoin de deux moteurs d'aiguillage et de deux éléments qui permettront d'inverser la polarité sur les cœurs. Ce qui paraît logique. Donc voilà pour la préparation de mon aiguillage. Ensuite, bien sûr, on peut venir aussi prépercer ici les petits trous qui sont prévus à cet effet pour venir fixer notre TJD correctement sur la planche. Je ne le répète pas, j'utilise des clous, moi, des clous de 0,8 par 10 mm pour fixer mes rails aiguillage sur mes bandes de roulement. Les différents cas. Donc pour comprendre un peu comment ça fonctionne et comment on doit être alimenté notre cœur d'aiguillage et à quel moment, j'ai fait un petit schéma ici où on retrouve notre TJD avec les alimentations des voies qui en ressortent, les coupures, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme cas, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de passage de train, quels sont les itinéraires et dans quel cas on devra avoir du 0 ou du B. J'ai donc défini ici un itinéraire principal qui est droit, qui est celui-là, et j'ai mis des numéros. Donc quand le train vient de là, ou de là, ou de là, ou de là, on aura des itinéraires différents. On aura bien sûr l'itinéraire qui ira de 1 à 4, de 3 à 2, de 1 à 2 et de 3 à 4. Donc on a 4 possibilités ici. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de 2 moteurs. Au niveau des décodeurs d'accessoires, on aura besoin de 2 adresses pour piloter ces 2 moteurs. Et ces 2 moteurs devront fonctionner ensemble pour donner le bon itinéraire au train dans ce TJD. Donc si on fixe maintenant qu'on a un premier moteur que j'ai appelé moteur d'aiguillage X, j'ai défini qu'il est droit quand il est en haut, quand il pousse les palettes contre en haut, et qu'il est dévié quand il pousse les palettes contre en bas. J'aurai un deuxième moteur d'aiguillage Y, qui est dévié quand il est en haut, qu'il est droit quand il est en bas. Pourquoi c'est inversé? Respectivement que si mes deux moteurs sont droits, respectivement qu'on pousse les palettes dans ce sens ou qu'on pousse ces palettes dans ce sens, le train ira tout droit. Voilà, c'est simplement une définition de ma part. On peut le faire aussi autrement. J'ai fait maintenant un petit tableau avec toutes les possibilités où j'ai dans mon tableau la position moteur, l'itinéraire que le train va emprunter et la polarité que les cœurs devront avoir. Du coup, si maintenant on définit que mes deux moteurs doivent être en position droite, ça veut dire ce moteur pousse contre en haut, ce moteur pousse contre en bas, notre train ira de 1 à 4, donc tout droit. Comme ceci. Et dans ce cas, on devra avoir ici le cœur d'aiguillage qui est dans la polarité B, c'est pour ça qu'on a le cœur du moteur X à B, et ici le cœur
du moteur Y devra être à 0. Si maintenant on a les deux moteurs déviés, ça veut dire que le moteur X est en position qui pousse contre en bas et le moteur Y qui pousse contre en haut, on aura l'itinéraire de 3 à 2, comme ceci. Et dans ce cas, on devra avoir notre cœur X à 0 et notre cœur Y à B, comme ceci. Prochain cas, on a le moteur X qui est droit, donc qui pousse contre en haut, le moteur Y qui est dévié, donc qui pousse contre en haut également. On aura le chemin 3 à 4. Donc le train fait une courbe et repart sur la voie à la position 4. Ici, le cœur du moteur X devra avoir la polarité 0. Et pour repartir sur la position 4, le cœur devra également avoir la polarité 0. Quatrième cas, moteur X dévié, pousse contre en bas, moteur Y droit, pousse contre en bas. On aura le cas du chemin de l'itinéraire qui va de 1 à 2. Et dans ce cas, le cœur du moteur X devra être en B et le cœur du moteur Y devra également être en B. Donc voilà la petite démonstration, comment on peut logiquement définir électriquement qu'est-ce qu'on doit avoir sur nos cœurs à quel moment. Pour rappel, j'utilise des servomoteurs ESU avec l'ESU Switch Pilot Servo et une extension. Comme j'ai déjà expliqué dans mes vidéos ESU sur le sujet, c'est donc un élément qui contient un relais bistable à 2 contacts qui permet en fait au milieu du mouvement d'inverser la polarité ou de faire commuter simplement le contact au milieu de la position, ce qui nous permettra en fait qu'au milieu du mouvement de la palette, on pourra mettre sur le commun, respectivement sur le cœur d'aiguillage, soit le pôle 0, soit le pôle B. Par exemple, dans le cas de la polarisation du cœur d'aiguillage, c'est comme ça que ça s'utilise et c'est comme ça que je l'utilise. Donc comment on va brancher tout ça? Ça paraît compliqué avec le petit tableau que je vous ai montré avant, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué, ça sera la configuration. Donc on retrouve notre TJD avec notre moteur 1, notre moteur 2 et nos connexions. Donc on a vu sur notre aiguillage, on a 2 connexions de cœur d'aiguillage et on a une connexion pour la partie haute au niveau de tous les éléments qu'on a dans l'aiguillage à l'intérieur et pour la partie basse. Je retrouve ici mon switch pilote extension avec ma sortie 1, ma sortie 2. Donc on aura ici les contacts qui vont être pilotés par le moteur 1 et les contacts qui vont être pilotés par le moteur 2. Ce qui est important ici pour que ça fonctionne, c'est que on devra ici piloter avec les contacts du moteur 1, le cœur d'aiguillage du moteur 2, enfin qui est du même côté que le moteur 2, et avec les contacts du moteur 2, le cœur d'aiguillage du moteur 1. Tout simplement. On va venir donc sur la position commun, hein? Donc c'est cette position qui va être alimentée soit par notre contact 1 ou notre contact 2, et après, tout simplement, on viendra mettre notre digital de voie ici, B, donc d'un côté le pôle B, et de l'autre côté le pôle 0. Sans oublier de venir brancher sur le digital nos parties centrales de notre TJD. Donc ça, c'est ce qu'il faudra faire. Et si ça ne fonctionne pas ou que ça fait des courts-circuits, un petit peu réfléchir et peut-être qu'il faudra inverser les deux pour que ça fonctionne. Ça dépend de comment on a configuré notre décodeur d'aiguillage. Ce que je fais encore maintenant, moi, pour être sûr, c'est que je fais encore 2 petits ponts ici pour venir alimenter les voies extérieures pour être sûr qu'on a un bon contact. Mais ça, c'est moi qui l'ai fait personnellement. Donc voilà pour le schéma de câblage qui est plus simple que ce qu'on a vu dans notre tableau. Donc c'est vraiment la réflexion, la préparation de comment ça fonctionne, bien comprendre, et on voit que le câblage, en fait, une fois qu'on a compris que le mouvement du moteur 1 devra piloter le cœur côté moteur 2, et inversement, on a tout compris. Au niveau de la configuration dans l'ECOS,
Dans l'Écosse, au niveau des accessoires, j'ai simplement défini ici un TJD et ensuite je lui ai mis une adresse qui est pour moi l'adresse 25. Et comme on a deux adresses, en fait, j'ai laissé une position libre ici parce que l'adresse 26, entre guillemets, elle est utilisée par mon TJD ici. Et au niveau de la configuration, tout simplement, je travaille en DCC, j'ai ma traversée jonction double à 4 routes, attention parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et j'ai simplement ici mon adresse numéro 25. Et si on va regarder ceci au niveau de l'Écosse, j'ai bien ceci, donc au niveau de mes accessoires, j'ai ici ma traversée jonction double et la configuration que je vous ai montrée dans la présentation. Si maintenant je veux la bouger, on peut choisir le chemin et j'ai mon aiguillage qui va changer. Si on regarde maintenant dans le TCO, donc mon TJD se trouve ici, même chose, on va retrouver les possibilités et demander à notre centrale digitale de bouger ici notre aiguillage dans un sens, dans un autre, pour faire le travail avec mes 4 voies qui entrent sur mon TJD. Avant d'avoir fait ça, c'est clair qu'il faut que la configuration au niveau du décodeur soit faite. Donc moi j'ai utilisé Lock Programmer. Et bien sûr là on vient ajuster la position AB de chaque moteur d'aiguillage pour que ça fonctionne. On vient définir quelle est la position 0 et 1 de l'adresse. Ça veut dire la position rouge-vert si on regarde au niveau logique Lock Programmer. Et une fois qu'on a défini ça et que ça fonctionne avec les petits signes qu'on a ici, qu'on a les bonnes routes sur notre TCO et sur notre accessoire au niveau de l'Écosse, c'est qu'on a configuré les choses justes. Au niveau de Train Controller, même chose, on va sélectionner un TJD ici qu'on va placer sur notre TCO et quand on vient le configurer, ici dans l'onglet Connexion, on aura simplement nos deux adresses. À savoir qu'ici, on pourra avoir des adresses qui ne se suivent pas, mais soit ici, j'aurai bien 25, 26. Et c'est ici qu'on pourra définir en fait quel état de chaque adresse, dans quel état doit être chaque adresse pour qu'on ait la bonne route qui est dessinée par rapport à notre TCO. Donc ici, il faut un petit peu jouer, c'est clair, il y a quelques possibilités, mais en jouant, on y arrive. Donc pour moi, dans mon cas, comme j'ai défini les choses, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec en fait les deux premières adresses à 1 qui me font un chemin droit, les deux adresses à 0 qui me font un chemin droit dans l'autre sens, et les chemins qui font les courbes, c'est comme ceci. Voilà un petit peu pour ceci. Je peux aussi presque vous montrer ici à quoi ça ressemble. Je vais peut-être aller la chercher, pardon, je devrais me mettre sur mon bureau un petit coup. Voilà, on va démarrer ici notre Train Controller. Voilà, on va rester en mode démo, ça va suffire pour le petit moment où on va faire cette démonstration. Donc par rapport à ce que je vous ai montré dans la présentation, je retrouve ici mon TJD. Je vais me mettre en mode d'édition, je double-clique dessus et je vais bien retrouver ceci au niveau de ma configuration, avec ici dans l'onglet général simplement un nom et des configurations de vitesse, des conditions, mais la partie importante c'est ceci ici pour que ça fonctionne et qu'on ait les mêmes chemins qu'on a sur le TCO de l'Écosse. Et ensuite, quand on se met en mode de travail, même chose, on vient ici basculer notre petit TJD qui va basculer et montrer les mêmes images que mon Écosse. Donc ici je suis dévié sur les voies du bas, je suis dévié sur les voies du bas, c'est bien juste. Je rechange une fois, je suis dévié sur les voies du haut. Si je contrôle, je suis bien dévié sur les voies du haut. Donc c'est bon.
Voilà pour ceci. Et la configuration traîne contrôleur. Donc j'en aurais terminé pour cette vidéo sur le TJD. J'espère que ça vous a aidé, que ça a été intéressant. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, à plus. Bye bye les gens.